L'Ouest est-elle enfin sur la bonne voie afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire? Les efforts déployés par les gouvernements régionaux pour améliorer la production et la sécurité alimentaire sont-ils suffisants? Dans cette émission, nous essaierons d'examiner les progrès réalisés et les défis qui restent encore à relever pour que cette partie de l'Afrique puisse nourrir sa population et réduire sa dépendance aux importations. Nous allons également explorer les initiatives qui pourraient être mises en place ainsi que les solutions durables qui pourraient aider à accélérer cette transition vers l'autosuffisance en Afrique de l'Ouest. Nous en parlerons, n'est-ce pas, dans cette émission. Et puis nous parlerons aussi de l'Afrique subsaharienne qui est l'une des régions les plus dynamiques du monde en termes de croissance économique. Derrière les chiffres impressionnants que l'on peut constater souvent, les défis restent nombreux et énormes. Pourquoi la croissance économique en Afrique subsaharienne peine-t-elle à se traduire en développement durable et en amélioration des conditions de vie pour tous? Les stratégies actuelles sont-elles adaptées aux besoins spécifiques de la région? On en parlera également dans ce programme avec notre consultant. On va explorer les raisons pour lesquelles la croissance économique en Afrique subsaharienne coince encore et discuter des solutions possibles pour le relancement de la machine économique sur ce territoire. Merci d'être avec nous sur For You Télévision. C'est donc le grand espace économique qui commence avec vous. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous sur For You Télévision. Vous nous regardez, n'est-ce pas, sur nos différentes plateformes Internet et nous recevez sur vos petits écrans. Le grand espace économique a démarré avec notre consultant permanent Achille Eke que nous allons accueillir avant de prendre la tranche d'information de l'économie. On prend le pouls de l'économie d'Afrique. Et d'ailleurs, c'est tout à l'heure. Pour l'heure, on reçoit donc Achille Eke. Il est banquier et expert en haute finance. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Bégoudé. Je suis de retour à Washington depuis 2 jours et le voyage s'est très bien passé. Vraiment, il n'y a pas eu de problème. Donc, voilà, vous voyez que avec la technologie aujourd'hui, on peut passer d'un stade à un autre, c'est-à-dire d'un stade physique à un stade virtuel en quelques minutes. Donc, le voyage s'est bien passé et je suis ravi d'être de nouveau sur For You Media dans le cadre de ce programme pour partager, n'est-ce pas, les connaissances et aider donc nos téléspectateurs à être bien avertis, n'est-ce pas, des choses et des réalités africaines aujourd'hui. On rappelle que vous étiez avec nous durant les 2 semaines écoulées sur ce plateau pour participer aux émissions du grand débat économique. De retour sur le territoire américain, vous êtes toujours là dans cette émission, Achille Eke. Et avec vous, avant d'entrer dans le journal de l'économie que nous aurons tout à l'heure, nous prenons les tendances financières et économiques du monde, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie ou encore en Afrique. Alors, merci. Aux États-Unis, les actions américaines sont mitigées ce vendredi. Netflix bondit alors que la saison des résultats se poursuit. Alors, les actions américaines ont évolué de manière mitigée vendredi, les investisseurs ayant digéré de nouveaux bénéfices trimestriels des entreprises, notamment, n'est-ce pas, des chiffres meilleurs que prévus du géant du streaming Netflix. À 9h35, heure de New York, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 135 points, soit 0,3%. L'indice S&P 500 a grimpé de 4 points, soit 0,1%. Et le Nasdaq Composite a gagné 90 points, soit 0,5%. Les résultats financiers de plusieurs entreprises technologiques sont un signe positif, n'est-ce pas, pour la semaine à venir. Alors, on attend Alphabet, n'est-ce pas, qui est Google, la compagnie mère de Google, qui doit publier ses résultats mardi, tandis que Tesla et Amazon doivent publier leurs résultats au plus tard dans la fin de la semaine. Et sur le plan économique, en général, les investisseurs surveilleront également les commentaires prévus des responsables de la Banque centrale américaine. Alors, allons-y sur les bourses maintenant. Sur la bourse de New York, le Dow Jones est à 43 141 points, soit une légère hausse de 0,66%. Le S&P 500 est à 5 856 points, soit une légère hausse de 0,70%. Le Nasdaq 100 est à 18 473 points, soit une légère hausse de 0,74. Donc, toutes les valeurs boursières américaines sont en hausse. En Europe, le CAC 40 est à 7 615 points, soit une légère
hausse de 0,45%. Le DAX allemand est à 19 657 points, soit une hausse de 1,48%. Le FTSE britannique est à 8 349 points, soit une hausse de 1,14%. En Asie, les bourses sont également, elles sont mitigées en tout cas. Le Nikkei 225 de la bourse du Japon est en hausse, plutôt en baisse de 38 987 points. Une baisse de 1,56%. Le Hang Seng de Hong Kong est à 20 804 points, soit une baisse de 2,11%. Le Shanghai Composite, la bourse de la Chine, est en hausse à 3 861 points, en hausse de 1,36%. Sur la place africaine, les bourses africaines sont toutes légèrement en hausse. En général, le CEMDEX de l'île Maurice est à 2449 points, soit une hausse de 0,23%. Le Moroccan All Share est à 14 080 points, soit une hausse de 0,54 points. Le South African Top 40 est à 79 125 points, soit une légère baisse de 0,49%. Et le Nigeria All Share est à 98 070, soit une légère baisse de 0,04%. Par rapport aux matières premières, le pétrole brut baril Brent qui se vend à la bourse de Londres se vend aujourd'hui à 72,73 $. Le baril WTI qui se vend à la bourse de New York est à 68,97 $. Voilà. Les métaux précieux. L'or se vend aujourd'hui à la bourse de New York à 2 730 $ l'once. L'argent est à 32,34 $ l'once et le cuivre à 4,37 $ l'once. Par rapport au marché de change, l'euro est à 1 $, s'échange à 1,08 $ par rapport à l'euro par rapport au dollar, donc voilà, 1,08 $. Le British Pound s'échange à 1,30 $. Le yen japonais, il faut 149 yens pour 1 $ aujourd'hui. Et le Bitcoin s'échange aujourd'hui à 68 644 $. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire pour les tendances financières ce vendredi. Merci infiniment. Merci à vous, Achille Eke. À présent, nous allons prendre le pouls de l'actualité économique d'Afrique et d'ailleurs. Conçu pour faciliter les rencontres et les échanges entre les hommes d'affaires russes et africains, le forum économique B2B Russie-Afrique Expo 2024 est avant tout une fenêtre d'opportunités allant dans le sens du développement d'un partenariat gagnant-gagnant pour les parties prenantes. Une réalité qui ne peut être dissociée au contexte géopolitique mondial. C'est à ce niveau que nous saluons cette plateforme qui arrive à point nommé et qui arrive surtout dans un contexte où effectivement les Africains veulent sortir d'un néocolonialisme à la fois monétaire mais également économique. Il faut donc explorer, il faut donc aller davantage dans le fond pour que cette opportunité soit saisie par les deux parties. Profiter de l'expertise russe pour explorer et développer plusieurs secteurs d'activité sur le continent, amener la Fédération de Russie à prendre connaissance des potentialités économiques africaines. Les participants à ce forum se montrent plus que jamais optimistes quant aux nouvelles orientations économiques. Donc les opportunités de partenariat entre la Russie et l'Afrique sont très prometteuses du fait que disons que le terrain est assez vierge de tous les côtés, que ce soit pour les sociétés africaines en Russie ou les sociétés russes en Afrique. Il y a des domaines, par contre, qui représentent un intérêt beaucoup plus considérable. Par exemple, le domaine des mines. On a toujours vécu avec la France. Et la France disait que nos sols lui appartenaient. Tant qu'ils n'ont pas décidé, nous ne pouvons rien faire. On a eu l'indépendance octroyée. On n'a rien eu, on n'est même pas encore indépendant. Pendant 2 jours, les participants ont discuté par ailleurs des questions d'actualité et ont défini les axes de coopération future, tout en concluant de nouveaux contrats et accords. Objectif affiché, accroître le volume des échanges commerciaux entre la Russie et les pays africains en dépit de l'instrumentalisation du dollar par Washington. Moi, je trouve même que présentement, c'est l'occasion le plus inespéré pour les pays africains de se soustraire donc, de ce néocolonialisme monétaire. Je suis du Burkina, nous appartenons à la zone franc. C'est l'occasion où jamais il faut se débarrasser du franc CFA et adopter les nouvelles alternatives monétaires qui sont offertes
pour en découdre avec cet esclavage qui n'a que trop duré. Inéluctablement, les relations de coopération entre l'Afrique et la Russie sont au beau fixe. Preuve d'un partenariat gagnant-gagnant. Merci Nguéné. Vous regardiez un reportage concernant Moscou qui a abrité les 15 et 16 octobre dernier le premier forum économique international B2B dénommé Forum Russie-Afrique Expo 2024. C'était l'occasion pour plusieurs hommes d'affaires et entrepreneurs de cibler plusieurs secteurs d'investissement viables. À présent, parlons de l'actualité au Cameroun avec la Chambre de commerce. Au Cameroun, la Chambre de commerce d'industrie, de mines et de l'artisanat a servi de cadre à un important atelier sur l'accord partenariat économique Cameroun-Europe. Les promoteurs des petites et moyennes entreprises ainsi que les chefs d'entreprise ont été édifiés sur l'importance de s'approprier l'outil APE pour le développement de leurs activités. Thiami était sur le terrain pour nous son reportage. Mieux comprendre l'outil APE et les questions de propriété intellectuelle, tel est le thème de l'atelier de ce jour au siège de la Chambre de commerce à Douala, visant à édifier les opérateurs économiques, chefs d'entreprise sur les facilités que offre l'accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne. Il y a un outil qui est à disposition en fait, des entreprises camerounaises. Toutes les entreprises ne sont pas conscientes de l'existence de cet outil. C'est un outil qui leur permet d'exporter sans droit. Également, lorsqu'elles ont besoin d'équipements pour leurs investissements, d'importer également ces équipements sans droit de douane, donc qui leur permet en fait de ce qui contribue à leur développement. Les accords de partenariat économique APE, conclus par l'Union européenne avec plusieurs pays et régions d'Afrique, à l'instar du Cameroun, des Caraïbes et du Pacifique, ont comme objectif principal de favoriser le développement économique à long terme et de contribuer à la réduction de la pauvreté. L'objectif recherché dans le cadre de cet atelier, c'est d'abord sensibiliser les TPE, les PME, les grandes entreprises sur les mécanismes de l'APE. Les attentes vis-à-vis de cet accord sont nombreuses. Il serait davantage intéressant que nous puissions avoir des facilités pour importer des produits qui vont nous aider à réaliser nos fabrications. Nous exportons beaucoup de bananes, surtout en Europe. Mais je n'ai pas vu la banane camerounaise avec du vert rouge. J'ai eu la réponse que notre exportation est minimale. Mettons toujours le logo et notre drapeau sur cette exportation minimale. On commence par un pas pour faire 10 pas. L'atelier s'est articulé autour de plusieurs thématiques, notamment la propriété intellectuelle, l'administration de la règle d'origine, le guichet unique des douanes, etc. En rappel, l'APE entre le Cameroun et l'Union européenne est entré en application depuis 2014. C'est un accord commercial à la fois réciproque, impliquant donc les obligations tant du Cameroun que de l'Union européenne et asymétrique, c'est-à-dire avec plus d'obligations pour l'Union européenne. Et toujours en Afrique centrale, cette fois-ci parlons de l'actualité au Tchad, où la coopération économique avec Abu Dhabi se consolide. Cette fois-ci, c'est avec un prêt de 500 millions de dollars validé le 16 octobre dernier par le Conseil national de transition. Un prêt de fonds d'Abu Dhabi pour le développement qui représente environ 15% du budget 2024 du pays, soit plus de 300 milliards de francs CFA. Les autorités tchadiennes ont affirmé que des conditions financières étaient très avantageuses et permettront de financer des projets d'infrastructures majeurs. Le reportage est signé Fotso. Les Émirats arabes unis accordent un prêt colossal au Tchad à hauteur de 500 millions de dollars, plus de 300 milliards de francs CFA. Ce prêt est le résultat direct de la visite récente du président tchadien Mahamat Idriss Déby aux Émirats arabes unis, où il a rencontré le cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. Cette rencontre faisait partie d'une collaboration politique et économique renforcée entre les deux pays. Le prêt a été approuvé presque à l'unanimité par le Parlement de transition avec 150 voix pour et seulement une contre, ce qui montre l'enthousiasme des autorités tchadiennes. Les conditions financières de ce prêt sont jugées particulièrement avantageuses pour N'Djamena. Le taux d'intérêt de 1% étalé sur 14 ans est bien en deçà des taux généralement observés sur le marché régional des capitaux, où les emprunts sont souvent consentis à un minimum de 5%.
En outre, le ministre des Finances tchadien Tahit Hamid Guilin a déclaré que près de 42% du montant total de ce prêt pourrait être perçu comme un don pur. Le prêt octroyé par le Fonds d'Abu Dhabi devrait notamment permettre au gouvernement de Mahamat Idriss Déby de financer des investissements d'envergure dans des secteurs stratégiques tels que les infrastructures et les services de base. Ces projets s'inscrivent dans la continuité des engagements pris lors de la campagne présidentielle de mai dernier où le président tchadien avait promis des réformes économiques substantielles et des investissements publics pour améliorer les conditions de vie de tous les Tchadiens. Merci Fotso. Et à présent, on retrouve Mbarga Abega. C'est pour parler du pétrole en République démocratique du Congo, où le ministère congolais des hydrocarbures a annoncé l'annulation de l'appel d'offres lancé en 2022 sur 27 blocs pétroliers. L'initiative du gouvernement n'a pas rencontré le succès escompté. Alors, conséquence, le gouvernement se résout à tirer les conséquences et à annuler cet appel d'offres, mais il assure quand même les populations et l'opinion publique qu'un nouveau projet sera mis en place et préparé, ainsi que soumis à celle-ci. Mbarga Abega, je vous le disais. Plus de 24 mois après avoir lancé un appel d'offres sur ses ressources pétrolières et gazières, le gouvernement de la République démocratique du Congo est obligé de constater l'échec de cette opération. Une opération qui visait précisément à ramener en RDC des investisseurs étrangers dans les filières pétrole et gaz du pays. Le 14 octobre 2024, le ministre des hydrocarbures de la RDC, Aimé Sokombi Molendo, a rendu public un communiqué qui entérine l'annulation du processus d'appel d'offres en cours et qui concernait 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers situés au bord du lac Kivu, dans la partie est de la République démocratique du Congo. La procédure d'appel d'offres n'a pas rencontré le succès attendu et ne permet pas à l'autorité d'attribution des droits d'hydrocarbures de présélectionner ou de sélectionner les sociétés ayant soumissionné. Peut-on lire dans une note d'information qui a précédé le communiqué du ministre en charge des hydrocarbures. Et à présent, après avoir parlé de l'information en République démocratique du Congo, place à l'actualité au Congo-Brazzaville. La mesure a été qualifiée de salutaire. Il s'agit de la réduction du train de vie de l'État. Des missions officielles privées, les officiels en tout cas du Congo ont été privés de missions à l'étranger. Cette mesure s'applique également aux hauts fonctionnaires et autres agents de l'État avec une exemption pour le président Denis Sassou Nguesso. Retour sur cette mesure avec vous, Nguyen. L'annonce a été faite par le biais d'une circulaire signée du Premier ministre congolais Anatole Kolide Makosso sur haute instruction du président Denis Sassou Nguesso. Les missions à l'étranger des membres du gouvernement, des hauts fonctionnaires et autres agents de l'État financés par le budget général de l'État sont suspendues jusqu'à la fin de cette année 2024. Si selon la même circulaire, une exception est faite aux missions impliquant le président de la République. Pour les autres, les participations en visioconférence sont privilégiées. Dans un contexte économique difficile, la mesure vise à réduire le train de vie de l'État qui connaît de grandes tensions de trésorerie. Aussi, apprend-on, des pans entiers de l'économie congolaise souffrent depuis un bon moment et sont au rouge, d'où la nécessité de procéder dans l'urgence à des réajustements. Pourtant, pays producteur de pétrole, le Congo traverse une situation économique difficile, illustrée par la grève des employés de la société de ramassage de déchets pour salaires impayés. Un contexte particulier qui a poussé l'État congolais ces dernières années à revoir à la baisse son budget de près de 4 milliards d'euros pour l'année 2024 contre plus de 6 milliards en 2022. Et à présent, dans ce journal de l'économie du grand espace économique, parlons d'un fait au Cameroun. Il s'agit des petits métiers entendus comme l'ensemble des activités échappant à la politique économique et sociale et donc à toute la régulation de l'État. Le secteur informel reste influent dans le pays. Selon une enquête de l'Institut national des statistiques publiée le 1er novembre de l'année 2023, ce secteur affiche un faible taux de salarisation avec 78,3% des travailleurs à leur propre compte, dont une majorité de femmes. Les horaires dépassent souvent les 40 heures par semaine pour un revenu inclus entre 83 409 francs CFA et 90 000 francs CFA par mois, avec de fortes disparités entre les zones urbaines et rurales. À présent, pour discuter de ces petits métiers, nous recevons dans ce journal de l'économie le docteur Ndouma qui nous explique
déjà comment les petits métiers peuvent contribuer à l'économie locale ainsi qu'à la réduction du chômage au Cameroun. Alors, les petits métiers du secteur informel, c'est par exemple les vendeurs à la sauvette, ce sont les mototaximens, ce sont ce qu'on appelait avant les colboxeurs, et aujourd'hui il y a quand même les points de services économiques. Nous allons donc clôturer en tout cas ce journal de l'économie et passer directement la parole à notre invité Achille Eke. Sur For You Télévision, vous regardez évidemment le grand espace économique. Nous recevons comme à l'accoutumée Achille Eke. Dans cette émission, eh bien, nous devions revenir sur l'actualité traitée dans ce journal, notamment celle concernant les petits métiers. Mais il était question pour vous de vous appuyer sur le point de vue de Dr Ndouma pour ajouter un tout petit peu de l'eau à son vin. Mais à présent, on peut quand même dire un tout petit peu, on peut dire deux mots par rapport à cela avec l'introduction qui a été faite tout à l'heure concernant les chiffres que j'ai bien pu mentionner. Achille Eke, si vous nous avez écouté, selon vous, quelles seraient les solutions pour réguler le secteur informel au Cameroun afin qu'il soit justement rentable et régulé? Alors, Madame Bégoulé, je n'ai pas bien saisi les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, mais en tout cas, pour réguler le secteur de l'informel, eh bien, il faut déjà diminuer l'impact de l'informel sur l'économie. C'est-à-dire que l'informel, par essence, c'est un secteur dont l'État n'a pas la totale maîtrise, n'est-ce pas, et dont on ne peut pas tirer bénéfice, n'est-ce pas, des activités de ce secteur, le secteur informel. Donc, il faut sortir ou alors diminuer l'impact de l'informel sur l'économie pour pouvoir bénéficier effectivement des avantages d'une économie, n'est-ce pas, qui est majoritairement formelle et donc dont l'impact de l'informel est très faible. Alors, ceci veut dire qu'effectivement, il va falloir créer de l'emploi dans le pays, permettre, n'est-ce pas, à toutes les couches sociales de pouvoir s'insérer dans la société de façon effective, n'est-ce pas? Il faut trouver les voies et moyens de pouvoir mieux, n'est-ce pas, contrôler l'action publique, notamment, n'est-ce pas, aider le public, enfin, aider le gouvernement, ou plutôt le gouvernement doit mettre en place, n'est-ce pas, n'est-ce pas, des moyens qui vont lui permettre de pouvoir, n'est-ce pas, sortir ce secteur informel de l'informel comme il est, et donc créer de l'emploi, comme je dis tantôt, trouver des opportunités pour pouvoir permettre aux hommes d'affaires de pouvoir travailler de façon sereine, n'est-ce pas, créer des opportunités de diversification de l'action économique, que ce soit sur le plan du pays ou sur le plan international. N'est-ce pas, faut se focaliser sur plusieurs secteurs qui sont rentables, notamment l'agriculture, n'est-ce pas, le commerce et d'autres. Donc, véritablement, c'est un travail, n'est-ce pas, général que l'État doit faire pour diminuer l'impact, n'est-ce pas, du secteur informel, et ça va passer par la création de l'emploi nécessairement. Il faut donc diminuer l'impact selon vous. Merci Monsieur Eke pour cet avis apporté. Eh bien, avec vous, on va rapidement commencer par parler de l'autosuffisance alimentaire en Afrique de l'Ouest. Avant toute chose, on aimerait bien savoir ce que c'est en réalité l'autosuffisance alimentaire. Quand est-ce qu'on peut parler d'une région autosuffisante sur le plan alimentaire? Bien, alors, l'autosuffisance alimentaire reste un défi majeur pour l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas, y compris pour les pays de l'Alliance, n'est-ce pas, des États du Sahel. Alors, l'Afrique de l'Ouest fait face en ce moment à une insécurité alimentaire croissante, où on a près de 43 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Ça, c'est les données de 2023, n'est-ce pas, soit un quadruplement, n'est-ce pas, en 10 ans.
Vous voyez, c'est assez énorme. Alors, l'autosuffisance alimentaire, c'est, n'est-ce pas, la capacité, n'est-ce pas, des populations d'un pays ou d'une zone à pouvoir se nourrir de façon adéquate sans faire recours, ou alors faire recours de façon minimale à l'aide extérieure. Donc, on a beaucoup de pays qui ont beaucoup de situations, n'est-ce pas, de sécheresse, ou alors des pluies diluviennes qui détruisent les récoltes. En tout cas, le climat a un impact énorme sur cette autosuffisance-là et sur le maintien ou l'amélioration, n'est-ce pas, de cette autosuffisance-là. Donc, c'est un élément qu'on ne contrôle pas toujours. Donc, ça veut dire qu'il va falloir intégrer ces facteurs extérieurs qui n'est pas maîtrisable, notamment, n'est-ce pas, les pénuries, enfin, les pluies diluviennes, les sécheresses, et n'est-ce pas, les criquets et toutes ces autres choses qui peuvent, n'est-ce pas, porter atteinte à l'autosuffisance. Donc, il faut intégrer cela dans la production, et donc, il faudra donc produire énormément et pour tenir compte de ces moments difficiles qui peuvent arriver, pour permettre donc aux populations d'être certaines de pouvoir bien se nourrir en dépit de cette adversité, ces adversités qui peuvent, n'est-ce pas, apparaître à tout moment. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. Quels sont justement ces défis auxquels doivent se frotter les pays d'Afrique de l'Ouest particulièrement, puisque c'est de cette zone que l'on parle? Quels sont les principaux obstacles à cette autosuffisance alimentaire sur le territoire ouest africain? Alors, premièrement, il y a, n'est-ce pas, la production céréalière, par exemple, de 2023 à 2024, qui accuse un déficit de 12 millions de tonnes. Vous voyez? Et il y a également les importations alimentaires qui ont été multipliées par 6 entre 1995 et 2019, ce qui donc creuse davantage le déficit commercial de ces pays-là. Alors, les facteurs aggravants, n'est-ce pas, par rapport à ça, c'est les aléas climatiques, comme je viens de dire, la sécheresse, la désertification, n'est-ce pas, et les pluies diluviennes, les criquets, etc., qui peuvent, qu'on ne maîtrise pas. Donc, ça, ce sont les facteurs exogènes. Ensuite, nous avons la croissance démographique qui est, bon, élevée, on peut dire, mais par rapport à la superficie de nos États, on peut dire qu'effectivement, nous avons l'espace pour pouvoir contenir notre démographie. Donc, on ne va pas se plaindre sur ce plan. Mais simplement, la croissance par rapport à la quantité de nourriture disponible, c'est ça qui fait problème. Donc, il y a également des conflits, n'est-ce pas, des conflits persistants, n'est-ce pas, qui entravent la production agricole. Alors, les conflits, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a avec, n'est-ce pas, par exemple, les États du Sahel, les terroristes et tous ces gens qui arrivent dans des villages et détruisent, n'est-ce pas, les produits agricoles, détruisent les populations et tout ce qui comporte, tout ce qui est important pour la vie en société. Donc, ça, ce sont des éléments qu'il faut tenir en considération, qui ont aussi un impact, n'est-ce pas, sur la situation alimentaire dans ces régions. Il y a la dépendance également aux importations, n'est-ce pas, qui est un élément critique, et donc plusieurs pays, n'est-ce pas, de cette zone Afrique de l'Ouest essayent de s'en départir, notamment les pays de l'AES. Donc, il y a un nombre de facteurs aggravants comme ceux que je viens de citer là qui empirent la situation. Aujourd'hui, pensez-vous que les gouvernements peuvent accompagner l'investissement sur le plan agricole afin de lutter contre cette insuffisance alimentaire qui est jusqu'ici décriée sur le territoire africain et particulièrement à l'ouest du continent? Oui, c'est pour cela que beaucoup de pays, n'est-ce pas, commencent à s'y attellent, n'est-ce pas, parce qu'il faut soutenir l'agriculture familiale, n'est-ce pas, en général, qui est la principale source d'emploi, n'est-ce pas, dans nos États, notamment en Afrique de l'Ouest. Et donc, ça, c'est estimé à environ 66%, n'est-ce pas, à l'agriculture familiale. Donc, il faut soutenir cela. Il faut faciliter l'accès à la terre également, n'est-ce pas, qui est un facteur important, n'est-ce pas. Il faut également faciliter l'accès au crédit, n'est-ce pas, et à la formation pour n'est-ce pas, les petits producteurs
qui n'ont pas les gros moyens comme certains gros, certains gros agriculteurs. Il faut investir dans les infrastructures de stockage et de transformation. Sans cela, on sera toujours dans une situation où on gère les choses au jour le jour. Il faut donc investir énormément dans ces infrastructures de stockage, et donc ça permet donc de pouvoir n'est-ce pas, prévenir les périodes de sécheresse, les périodes où, n'est-ce pas, les températures ou alors le climat, n'est-ce pas, ne permettent pas, n'est-ce pas, de pouvoir être optimal en termes de production agricole. Voilà, donc il faut ensuite transformer la plupart de ces produits. Il ne faut pas simplement, n'est-ce pas, les stocker et après les vendre. Il faut transformer sur place pour créer de la plus-value et donc créer plus d'emplois et donc avoir plus de revenus pour pouvoir, n'est-ce pas, produire plus. Vous voyez, donc on peut également citer le développement des politiques agricoles dans nos États qui doivent être adaptées, n'est-ce pas, aux spécificités locales. N'est-ce pas, chaque région est différente et donc chaque région qui a des spécificités doit avoir, n'est-ce pas, des solutions adaptées à son environnement pour pouvoir effectivement maintenir cette autosuffisance ou alors la dépasser. Et enfin, il faut promouvoir l'agroécologie, n'est-ce pas, et certaines pratiques résilientes, n'est-ce pas, face au changement climatique qui est un facteur sur lequel il faut désormais compter. Il faut pas compter, je veux dire, il faut intégrer ce facteur-là, le changement climatique, dans les politiques agricoles, n'est-ce pas, de nos États. Donc, ce sont des éléments comme ça qu'il faut mettre en place pour permettre à ce que l'autosuffisance soit maintenue, quelles que soient les saisons, quelles que soient les difficultés, n'est-ce pas, auxquelles, n'est-ce pas, les agriculteurs peuvent faire face, et donc empêcher que l'espace-là ne se reproduise davantage en termes de difficultés à s'alimenter et donc avoir des populations qui souffrent de famine, n'est-ce pas, parce qu'il n'y a pas assez de nourriture dans le pays. Donc ce sont ces éléments-là qu'il faut mettre en place pour éviter cela. On va peut-être aussi parler des acteurs, Monsieur Eke. Quels sont les acteurs qui devraient être justement en scène pour améliorer l'autosuffisance alimentaire sur le territoire ouest-africain, qu'ils soient étrangers ou encore locaux? Faut-il faire appel à certains acteurs particulièrement? Non, je pense qu'il faut compter sur soi-même d'abord. Le Burkina, par exemple, a mis en place une politique nationale, n'est-ce pas, d'agriculture qui est un peu révolutionnaire. Et donc, ils ont acheté beaucoup de tracteurs, n'est-ce pas, qui permettent de pouvoir mettre sur pied, n'est-ce pas, une agriculture extensive, n'est-ce pas, ce qui permettront donc de pallier au déficit alimentaire qu'on a dans le pays. Et je crois que plusieurs pays également commencent à, n'est-ce pas, faire de même, notamment les pays de l'AES. C'est très important parce que si on compte sur les facteurs exogènes ou si des gens, n'est-ce pas, dont on n'a pas la maîtrise, on s'expose toujours à des situations où on peut être mis en situation de chantage, n'est-ce pas, parce que vous savez, quand les gens vous donnent quelque chose, ils attendent quelque chose en retour la plupart du temps. Et donc, si vous ne leur donnez pas ce qu'ils attendent en retour, eh bien, ils peuvent vous faire du chantage. Donc, ce qui fait qu'effectivement, il faut sortir de ce genre de positions qui sont défavorables à nos États. Et donc, véritablement s'investir dans l'agriculture extensive, produire, vendre à l'extérieur et non plus importer. C'est ça ce qu'il faut faire maintenant. Et bien que les aléas climatiques soient un facteur, n'est-ce pas, qu'on ne contrôle pas et qui peuvent être aussi déterminants, eh bien, il faut intégrer, n'est-ce pas, ces aléas climatiques-là dans nos politiques agricoles pour éviter qu'on soit toujours en train de courir après des situations difficiles. Merci Monsieur Eke. Eh bien, nous allons poursuivre avec notre dernière thématique dans ce programme. On parle particulièrement de cette croissance économique en Afrique subsaharienne après avoir discuté de l'autosuffisance alimentaire. En Afrique subsaharienne, justement, on constate souvent des difficultés de relance économique et surtout depuis la Covid-19, l'économie n'a pas réussi à se stabiliser. C'est l'une des dénonciations que plusieurs économistes ne cessent de faire sur la place publique, mais aussi envers les gouvernements. On peut, Monsieur Eke, parler de cette croissance économique avec vous, mais déjà, commençons par faire l'état des lieux en Afrique subsaharienne, bien que ce soit vaste. Alors, disons que
la situation en Afrique en termes de croissance est complexe. Nous avons des facteurs limitants, n'est-ce pas, par rapport à la croissance. Nous avons des défis structurels, n'est-ce pas, qui posent problème, mais nous avons également des pistes de solutions qu'on pourra, n'est-ce pas, évoquer. Alors, en termes de défis structurels, nous avons des inégalités persistantes dans nos pays. C'est-à-dire que les inégalités en Afrique subsaharienne demeurent parmi les plus élevées au monde. N'est-ce pas, l'accès inégal à l'éducation, à la santé et aux opportunités économiques, n'est-ce pas, freine, n'est-ce pas, une croissance inclusive et durable. Alors ça, c'est le premier point. Le second point, il y a une faible transformation, n'est-ce pas, structurelle dans nos États. C'est-à-dire que la transformation structurelle de nos économies a été lente et inégale. Et ça, c'est également lié à la situation historique de nos États. Donc, n'est-ce pas, on va dire également le secteur manufacturier, n'est-ce pas, dans nos pays reste sous-développé, tandis que le secteur des services est dominé par les activités à faible valeur ajoutée. Donc, il y a un travail énorme à faire sur ce plan. Il y a également le déficit de financement, n'est-ce pas, de nos économies. C'est-à-dire qu'en fait, l'Afrique, aujourd'hui, fait face à un important déficit de financement pour son développement. Il est estimé que la région, n'est-ce pas, toute la région Afrique devra combler un déficit annuel d'environ d'environ 402 milliards, n'est-ce pas, de dollars d'ici 2030 pour ainsi accélérer sa transformation structurelle. Alors, tout ceci sont des facteurs qui empêchent à l'Afrique de pouvoir se développer. Évidemment, on va citer, n'est-ce pas, le franc CFA, qui est une monnaie qui ne nous permet pas de pouvoir avoir une politique monétaire importante, une politique monétaire, je veux dire, adaptée à nos pays, ce qui limite donc les stratégies, n'est-ce pas, les stratégies de développement, les stratégies de financement de nos économies, parce qu'effectivement, nous sommes à la merci, n'est-ce pas, des désidérata de la France qui gère cette monnaie et qui décide de comment, n'est-ce pas, nous aider sur ce plan-là. Bon, alors, nous, on est pratiquement dans une situation de quémandeur. À chaque fois qu'on veut faire des projets, il faut quémander à la France l'autorisation de faire X ou Y, ou alors de financer tel ou tel projet. Et la France, par rapport à ses intérêts, peut décider si oui ou non nous accorder, n'est-ce pas, les moyens financiers pour pouvoir réaliser nos objectifs. Ça, c'est un gros problème de franc CFA, et donc il faut sortir de ce franc CFA, ce qu'on a dit depuis des années. Mais il y a également l'endettement élevé, n'est-ce pas, en Afrique, c'est-à-dire que le lourd fardeau de la dette limite considérablement les investissements publics, n'est-ce pas, dans les secteurs importants pour le développement. Alors, en 2024, n'est-ce pas, le service de la dette devrait absorber environ 34% des recettes publiques dans la région Afrique. Cela donc réduit de façon drastique les ressources disponibles pour l'éducation, la santé et les infrastructures qui sont essentielles à une croissance inclusive à long terme. Donc, ensuite, on peut mentionner les conflits, n'est-ce pas, l'instabilité politique et les conflits dans certaines parties de l'Afrique qui pèsent également lourdement sur l'activité économique. Et enfin, on peut parler des vulnérabilités, n'est-ce pas, de nos économies, la vulnérabilité de nos économies, n'est-ce pas, par rapport aux perturbations économiques mondiales ainsi qu'aux chocs climatiques que nous ne contrôlons pas. Donc, il y a un certain nombre de facteurs comme ceux-là que je viens de citer qui entravent le développement de l'Afrique et qu'il faut faire, n'est-ce pas, qu'il faut tout faire pour changer, que ce soit sur le plan structurel ou, n'est-ce pas, sur le plan, n'est-ce pas, des décisions politiques que nous devons prendre. Vous avez mentionné, Monsieur Eke, les crises, qu'elles soient sociales ou encore politiques et même sécuritaires sur les territoires africains qui freinent et qui viennent simplement entacher cette volonté d'avoir même une croissance économique un peu plus élevée. D'ailleurs, en 2024, on estimait qu'en 2026, la croissance pourrait aller un peu plus de 2% par rapport à ce qu'on a observé en 2019. Ce sont
tout cas les chiffres ou du moins les estimations de la Banque mondiale, mais avec les différentes crises qui sont observées sur le territoire africain, vous faites mention du fait que cela peut être difficile. Maintenant, avec la nouvelle gouvernance qui s'installe, de nouveaux partenariats, comme on aime à le dire, la lancée vers l'industrialisation dans les pays comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso ou encore la Guinée-Bissau, tellement d'États, certes plus de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi de l'Afrique de l'Est avec le Kenya, par exemple. Peut-on espérer que cette croissance économique redevienne stable ou encore qu'elle soit un peu plus constante et même qu'elle aille grandissante? Oui, il y a là des efforts qui sont faits pour, n'est-ce pas, maintenir une croissance économique, n'est-ce pas, constante ou alors une croissance économique qui pourrait sortir nos pays du développement. Mais il faut dire que la croissance économique qu'on obtient en Afrique, c'est une croissance économique qui n'est pas tout à fait réelle, parce que on la mesure par rapport au PIB. Et donc, le PIB qui est le produit intérieur brut, c'est-à-dire l'ensemble des activités, des créations de valeur qui ont eu lieu dans ce pays, dans un pays pendant un certain temps. Ceci inclut les activités des entreprises internes dans nos pays et externes. Alors, le problème ici, c'est que la plupart des activités de nos États, notamment dans la zone CFA, sont, n'est-ce pas, générées par des entreprises qui sont externes et qui rapatrient les fonds, n'est-ce pas, qui génèrent dans leur pays directement, et ce qui fait que sur le plan local, on ne sent vraiment pas l'impact, n'est-ce pas, de ces activités économiques-là sur le développement du pays. Donc, le produit national brut serait plus indiqué, n'est-ce pas? C'est un élément sur lequel moi je pense qu'on devrait plus s'attarder dessus, parce qu'effectivement ça mesure la création de la valeur dans un pays en tenant compte simplement des activités des entreprises locales, des entreprises de ce pays-là, et non pas en tenant compte des activités des entreprises extérieures, des multinationales qui se font énormément de l'argent, mais qui n'investissent rien sur le plan local. Donc, pour moi, donc, ces croissances sont biaisées, et donc c'est des taux qui ne reflètent pas la réalité, n'est-ce pas, de la situation réelle sur le terrain, et donc on ne peut pas, à partir de ces taux de croissance-là, penser qu'il y a croissance en Afrique. Il faut que le métrique, l'élément de mesure, n'est-ce pas, de ce taux de croissance soit celui qui est vraiment lié aux activités locales, et donc le produit national brut serait le plus adapté. Et donc sur cette base-là, on pourra donc mesurer la croissance, n'est-ce pas, et avoir des données réelles, effectives. Mais comme on le sait, je vous ai dit tantôt, le franc CFA est un frein parce qu'effectivement, nous ne contrôlons pas nos politiques monétaires, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment agir sur le financement de nos entreprises à la hauteur des besoins que ces entreprises ont. Et si on ne peut pas le faire, ça veut dire qu'on est limité à un certain nombre d'activités, et lorsqu'on sort lorsqu'on atteint ce niveau d'activité-là, on atteint le plateau, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire plus que cela, et ce qui pose problème. Alors, donc, la monnaie est un élément de frein, on ne le dira jamais assez, pour sortir nos pays, n'est-ce pas, de la misère, des difficultés financières et de sous-développement dans lequel nous sommes. Merci, monsieur. Et alors on va terminer avec cette question. À l'entame de notre journal, tout à l'heure, nous parlions d'un forum économique B2B sur le territoire russe, où plusieurs participants étaient des Africains, des investisseurs également étaient sur ce territoire russe pour participer à cette réunion, à cette assise économique. Pensez-vous que de telles initiatives peuvent réellement aider les pays africains à accroître leur croissance économique, ou alors on va le dire ainsi, accroître également le taux d'investissement sur le territoire africain afin de rendre à son économie un ton un peu plus reluisant? Bien, on peut espérer, mais structurellement, nos économies ne sont pas faites vraiment pour décoller grâce, n'est-ce pas, au partenariat comme avec les pays de la Russie. On va bénéficier, n'est-ce pas, des aides ou des partenariats, n'est-ce pas, sur un certain plan,
mais on ne peut pas vraiment entièrement bénéficier de ces partenariats-là parce que nous avons des limites. Nous sommes une économie qui est extravertie, qui est contrôlée de l'extérieur par la France et donc nous empêche de faire ce nombre d'activités économiques qui nous permettent de pouvoir nous développer véritablement, comme j'ai dit tantôt. Donc, même si on a des bons partenariats, des bons partenaires avec la Russie, la Chine, etc., eh bien, pour entièrement bénéficier de ces relations, il faut qu'on ait une monnaie avec laquelle on peut transacter directement sans passer par le Trésor français, qui nous enlève 50%. Souvenez-vous de cela. C'est-à-dire que toutes les activités économiques que nous faisons passent par le Trésor français, la France qui détient 50% de ces transactions, ce qui fait qu'on nous envoie simplement une partie, n'est-ce pas, de tout ce travail que nous faisons là. Et ça ne nous permet pas de faire grand-chose, simplement de payer nos fonctionnaires, n'est-ce pas, d'avoir un petit peu un budget, d'avoir un budget qui nous permet de pouvoir faire des petits travaux en termes d'investissement et surtout de maintenir le franc CFA à un taux d'inflation de 3%. Donc, c'est essentiellement, n'est-ce pas, comme cela, c'est ça qui constitue la structure de notre économie en ce moment. On n'est pas véritablement en position de pouvoir compétir avec des autres pays dans le monde parce qu'il y a ce frein qui est sérieux, qui est là, qui existe et qui ne pourra pas, n'est-ce pas, disparaître du jour au lendemain tant que nous ne prenons pas les décisions qu'il faut. Donc, je suis pour ce forum, c'est bien, c'est une très bonne chose, mais qu'est-ce qu'on en fait? On en a fait plusieurs par le passé, mais qu'est-ce que ça donne comme résultat? Donc, structurellement, nous avons un problème qui nous empêche de pouvoir développer. Il faut sortir de cette situation d'espace structurel-là et créer donc une économie qui sera véritablement ouverte, compétitive, avec une monnaie qu'on peut gérer sur le plan local et compétir à travers le monde, n'est-ce pas, pour les opportunités qui existent. Merci, Monsieur Eke. On revient juste après pour aborder la dernière partie de cette émission. Que nous parlons de l'impact des chaînes de télévision et de radio sur les économies africaines. C'est une thématique qui est réservée à l'aspect pédagogique de cette émission et on en parle bien sûr avec Monsieur Eke. Les chaînes de télévision et de radio jouent un rôle crucial dans les économies africaines, en particulier dans les régions francophones subsahariennes. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. La télévision en tant que média de masse dominant est regardée quotidiennement par 91% de la population africaine francophone, soit 20,6 millions de téléspectateurs. Ces individus passent en moyenne 3h40 par jour devant leur écran. Cette forte consommation fait de la télévision un vecteur essentiel pour la publicité et l'information, influençant ainsi les comportements des consommateurs et stimulant l'économie locale. En parallèle, la radio reste un média important, bien que son audience soit parfois inférieure à celle de la télévision. La radio, qui est d'ailleurs le média de l'instantanéité, soit 47% des Africains écoutent la radio chaque jour avec une durée moyenne d'écoute de 51 minutes par personne. La radio joue un rôle particulièrement vital dans les zones rurales, par exemple, où elle sert de source d'information clé sur des sujets tels que l'agriculture, le développement, on va le dire ainsi, communautaire. Cependant, malgré leur importance, ces médias traditionnels, il faut le rappeler, font face à des défis croissants. La durée moyenne d'écoute de la télévision a diminué de pratiquement 25 minutes dans certains pays par rapport à l'année précédente. De plus, on peut également noter l'émergence des smartphones, l'augmentation de l'accès à Internet dans le monde qui modifie les habitudes de consommation médiatique avec 55% de la population qui se connecte quotidiennement à Internet directement sans avoir à regarder la télévision ou à écouter la radio. Cette dynamique illustre non seulement l'impact économique des médias audiovisuels en Afrique, mais aussi leur rôle évolutif dans un paysage médiatique en pleine transformation. Avec vous, Monsieur Eke, après avoir tenté de planter le décor ainsi, nous nous interrogeons comment est-ce que la transition vers la télévision numérique terrestre a-t-elle influencé l'économie des médias en Afrique? Alors, très bonne question et très bonne introduction, Madame Begoudé. Je pense que ça permet de situer le sujet pour nos téléspectateurs.
Alors, la transition vers la télévision numérique terrestre en Afrique représente, n'est-ce pas, une transformation majeure pour l'économie des médias sur le continent. Alors, bien que, n'est-ce pas, l'adoption de la TNT, comme on le dit, ait pris du retard avec seulement 9 pays africains ayant achevé leur migration au numérique, donc cette transition offre néanmoins des opportunités significatives. Elle permet une meilleure efficacité spectrale, n'est-ce pas, libérant donc des fréquences pour d'autres utilisations comme les services mobiles et donc améliorer la qualité sonore et visuelle de la télévision. Alors, sur le plan économique, la TNT, n'est-ce pas, vise à dynamiser la création audiovisuelle sur le plan local, n'est-ce pas? Donc, ceci se fait en imposant des quotas de production locale, n'est-ce pas, par les États africains et donc encourager le développement des contenus nationaux, ce qui va donc renforcer leur souveraineté culturelle et économique, n'est-ce pas? Donc, on peut également noter que le marché audiovisuel africain reste pour la plupart dominé par des bouquets satellites internationaux, ce qui donc limite l'impact immédiat de la TNT sur la production locale. Alors, si le déploiement, n'est-ce pas, de la TNT nécessite des investissements considérables, n'est-ce pas, qui sont estimés à environ 450 millions de dollars, n'est-ce pas, pour les pays, n'est-ce pas, comme le Nigeria ou la RDC. Alors, c'est un processus complexe, n'est-ce pas, qui implique donc divers acteurs, dont les gouvernements et les radiodiffuseurs, et donc requiert un financement, n'est-ce pas, substantiel, souvent, n'est-ce pas, entravé par des limitations budgétaires. Alors, malgré ces défis-là, n'est-ce pas, la transition vers la TNT représente une étape cruciale pour moderniser le paysage médiatique africain et donc stimuler son économie numérique. Merci, Monsieur Eke, pour cette réponse. Eh bien, nous continuons toujours dans la même lancée, parlant toujours de l'importance de ces médias. Quel rôle jouent les chaînes de télévision dans la promotion des produits locaux, par exemple, et internationaux sur le territoire africain? Oui, alors les chaînes de télévision jouent un rôle crucial dans la promotion des produits locaux et internationaux en Afrique, notamment dans la zone Afrique francophone. Alors, en tant que média de masse, n'est-ce pas, qui est le média le plus suivi, n'est-ce pas, la télévision atteint environ 91% de la population africaine qui est âgée de plus de 15 ans, donc avec une moyenne d'écoute de 4 heures par jour. Donc, cette large audience, n'est-ce pas, en fait un canal privilégié pour les annonceurs qui souhaitent promouvoir leurs produits et leurs services. Alors, sur le plan des promotions des produits locaux, on va dire que les chaînes de télévision africaines, notamment les chaînes publiques et communautaires, sont essentielles, n'est-ce pas, pour la promotion des produits locaux. Alors, elles diffusent, n'est-ce pas, ces chaînes-là diffusent des programmes qui mettent en avant, n'est-ce pas, les cultures locales, n'est-ce pas, les entreprises et les initiatives communautaires, et contribuent ainsi à renforcer l'identité culturelle et économique, n'est-ce pas, sur le plan local. En plus, avec l'introduction de la télévision numérique terrestre, il y a donc une pression accrue pour augmenter, n'est-ce pas, la production locale, ce qui stimule donc la création de contenus africains et donc favorise le développement des industries locales, ce qui est un élément très important. Il y a également sur le plan de la promotion des produits internationaux, n'est-ce pas, on va dire que les chaînes internationales telles que celles, n'est-ce pas, qui offrent des bouquets satellitaires comme Canal+ et Star Times, n'est-ce pas, dominent le marché audiovisuel africain et donc diffusent principalement du contenu étranger. Alors, cela offre donc aux marques internationales, n'est-ce pas, une plateforme pour atteindre un public africain large et diversifié. Donc, cependant, cette domination pose aussi un défi pour les chaînes locales qui doivent, n'est-ce pas, rivaliser avec la qualité et la diversité des contenus internationaux. Alors, donc, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Eh bien, c'est des choses, ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose, dépendamment de comment on voit la chose. Mais pour me résumer, on va dire que les chaînes de télévision en Afrique jouent un rôle double, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois un vecteur pour la promotion, n'est-ce pas, des produits locaux, grâce à leur contenu culturellement pertinent, et un outil puissant pour les marques internationales qui cherchent à pénétrer le marché africain.
La transition, n'est-ce pas, vers la TNT pourrait ainsi renforcer ce rôle en augmentant donc l'accès à une plus grande variété de contenus et en stimulant l'économie locale par le biais d'une production accrue des médias locaux. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à votre question. Merci. Alors monsieur, est que la radio est considérée comme un média accessible à tous finalement, et particulièrement dans les zones rurales? Quel pourrait être l'impact de cette radio sur le développement économique dans les zones rurales? Oui, les chaînes radio jouent un rôle essentiel, n'est-ce pas, dans le développement économique des zones rurales en Afrique. N'est-ce pas, ces chaînes-là fournissent des informations cruciales, n'est-ce pas, et favorisent la communication au sein des communautés souvent isolées, n'est-ce pas, par la géographie. Alors, ce qu'on peut dire sur le plan de la diffusion d'informations agricoles, c'est que les radios rurales diffusent des programmes éducatifs, n'est-ce pas, sur les techniques agricoles modernes, et donc contribuent ainsi à améliorer la productivité agricole. Alors, par exemple, au Ghana, on va dire que les forums radiophoniques, n'est-ce pas, encouragent les agriculteurs, n'est-ce pas, à adopter de nouvelles méthodes culturelles, ce qui permet à certaines communautés, n'est-ce pas, d'accéder à des prêts bancaires, ainsi pour financer les exploitations et donc augmenter leur pouvoir d'achat. Alors, sur le plan de renforcement des compétences locales, on va dire que les radios communautaires, n'est-ce pas, offrent également aux habitants des zones rurales la possibilité d'acquérir, n'est-ce pas, de nouvelles compétences en matière de production radiophonique, ce qui peut améliorer leur perspective d'emploi. Alors, si on prend le cas du Mali, des formations ont été organisées dans ce pays pour former des techniciens et des producteurs locaux. Alors, sur le plan de la promotion de l'inclusion sociale, n'est-ce pas, les radios communautaires permettent aux populations rurales de s'exprimer sur des sujets qui les concernent directement, n'est-ce pas, tels que les relations, n'est-ce pas, de genre et la lutte contre le VIH-Sida. Alors, ceci donc renforce, n'est-ce pas, le sentiment d'appartenance et encourage donc la participation active au développement local. Et enfin, par rapport au soutien aux initiatives économiques locales, en diffusant, n'est-ce pas, des informations sur les marchés locaux et les opportunités économiques, les radios ainsi aident, n'est-ce pas, les agriculteurs et les entrepreneurs ruraux à mieux comprendre et accéder au marché. Alors, elles servent, n'est-ce pas, ces radios également de plateforme pour échanger, n'est-ce pas, des idées sur les activités génératrices de revenus. Donc, simplement pour ce résumé, on va dire que les chaînes de radio en Afrique rurale ne se contentent pas simplement de diffuser des informations. Elles agissent également comme des catalyseurs du développement économique en améliorant, n'est-ce pas, l'accès à l'information et en renforçant les compétences locales, n'est-ce pas, et en soutenant, n'est-ce pas, l'inclusion sociale et économique dans nos États. Voilà. Et lorsqu'on parle de ces radios et télévisions, ces médias qui permettent justement d'ouvrir plusieurs fenêtres économiques à des entreprises, que ce soit dans les zones rurales ou les zones urbaines, on pourrait aussi parler des principaux défis auxquels font face ces médias, que ce soit la radio, la télévision, particulièrement des défis économiques. Quels sont-ils, Achille Eke? Essentiellement, par rapport à cette question, c'est très important de le dire. Les défis des radios et télévisions en Afrique sont nombreux, et donc il faut qu'ils essaient de s'adapter. Mais ce n'est pas toujours évident parce que ces défis sont assez complexes, notamment le sous-financement et le manque de ressources que ces radios et télévisions font face. Vous voyez, les médias d'État en Afrique subsaharienne, n'est-ce pas, sont souvent sous-financés, ce qui limite leur capacité à produire du contenu de qualité, vous voyez, et donc remplir leur rôle d'informer, d'éduquer et de divertir le public. Alors, donc, ce manque de soutien financier se traduit, n'est-ce pas, par des infrastructures qui sont absolument inadéquates, qui sont désuètes, et des salaires, n'est-ce pas, qui sont très bas pour les journalistes, ce qui peut mener, n'est-ce pas, à l'autocensure et à une faible motivation parmi le personnel. Donc ça, c'est un élément important. C'est pour ça que ça a été cité en premier lieu d'ailleurs. Ensuite, il y a la domination des chaînes internationales. Ça, c'est également notre problème majeur. Vous avez le marché audiovisuel africain qui est largement dominé par les bouquets satellites internationaux, comme j'ai dit tantôt, Canal+, Star Times, etc.,
n'est-ce pas, qui diffusent principalement du contenu étranger. Cela donc réduit la visibilité des chaînes locales et donc limite leur capacité à attirer des revenus publicitaires significatifs. Vous voyez, c'est ça, c'est les éléments qui sont difficiles, qui rendent n'est-ce pas, le marché difficile à l'audiovisuel en Afrique. Vous voyez, il y a également les piratages qu'on peut citer, c'est-à-dire les piratages et certainement l'absence de mesures d'audience fiables également. Alors, le piratage audiovisuel, c'est quoi? C'est un problème majeur, n'est-ce pas, qui nuit aux revenus des chaînes locales. De plus, il y a une absence de mesures d'audience fiables, n'est-ce pas, qui complique, n'est-ce pas, la tâche aux annonceurs pour donc évaluer l'impact de leur campagne publicitaire. Donc, ceci donc entraîne un sous-investissement dans la publicité télévisuelle locale. Vous voyez, lorsque quelqu'un vient acheter n'est-ce pas, une tranche horaire, n'est-ce pas, pour faire sa publicité, et que la personne n'est pas capable, ou l'entreprise n'est pas capable de mesurer l'impact, n'est-ce pas, de ce travail-là, cet investissement-là, eh bien, ça ne lui donne pas, n'est-ce pas, l'assurance de pouvoir tirer véritablement profit de cet investissement qu'elle fait. Donc, la mesure, n'est-ce pas, de l'impact, n'est-ce pas, de la publicité sur l'audience est un élément important. Alors, enfin, on va parler de la transition numérique qui est coûteuse, c'est-à-dire que la migration vers la télévision numérique, n'est-ce pas, représente un coût important pour les pays africains. Donc, ceci limite donc les ressources disponibles pour d'autres investissements dans le secteur audiovisuel. Alors, cette transition va donc nécessiter également une mise en place d'infrastructures coûteuses et une régulation efficace, n'est-ce pas, pour réussir sur ce plan-là. Bon, on peut enfin signaler n'est-ce pas, un manque de contenu local également qui est d'une importance importante, mais qui n'est pas satisfaite. Vous voyez, donc, alors, tous ces défis soulignent la nécessité, n'est-ce pas, d'une approche intégrée pour renforcer le secteur audiovisuel en Afrique. Donc, il va falloir améliorer un peu les choses sur le plan du financement et sur le plan de la soutenance de la production locale et, n'est-ce pas, et également établir des cadres réglementaires qui sont assez solides pour protéger les intérêts des chaînes locales face à la concurrence internationale. Monsieur Eke, nous allons terminer par là. Nous avons mentionné tout à l'heure dans notre introduction les espaces et plages publicitaires dans les médias comme la radio, la télévision. Comment ces instants de marketing des marques ou encore des produits, qui soient locaux ou pas, peuvent influer sur le public, les consommateurs en zone rurale ou encore en zone urbaine? Oui, c'est une bonne question, Madame Bégoudé. La publicité télévisuelle et radiophonique, n'est-ce pas, a une influence significative sur les comportements des consommateurs. Et ça, c'est vrai partout dans le monde, notamment en Afrique également. N'est-ce pas, en utilisant divers mécanismes psychologiques, n'est-ce pas, ces publicités-là façonnent les attitudes et les perceptions, n'est-ce pas, des uns et des autres. Alors, comment est-ce que ces médias influencent les décisions d'achat, n'est-ce pas, du public? Alors, il y a une large portée et sur le plan de la portée et de l'accessibilité, nous avons un problème. C'est-à-dire qu'en Afrique, la télévision est un média qui est très regardé, comme on l'a dit tantôt, avec 91% de la population adulte qui consomme quotidiennement, n'est-ce pas, ce média, tandis que 52% écoutent la radio chaque jour. Cette large audience offre aux annonceurs, n'est-ce pas, une plateforme efficace pour atteindre, n'est-ce pas, un vaste public, ce qui est donc crucial pour influencer les comportements d'achat. Alors ensuite, on va parler de la création de la familiarité et de la confiance, n'est-ce pas, par rapport au peuple, par rapport aux produits, par rapport à la population également. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que la répétition des publicités à la télévision, n'est-ce pas, et à la radio renforce la familiarité aux consommateurs, la familiarité pas des consommateurs, n'est-ce pas, avec certaines marques. Ce qui est un phénomène connu sous le nom d'effet de familiarité et qui amène donc les consommateurs à préférer des produits qu'ils connaissent déjà. Alors en Afrique, où les médias traditionnels sont perçus comme, n'est-ce pas, des sources d'informations fiables par environ 89%, n'est-ce pas, des personnes, cette familiarité est renforcée par la confiance dans les médias. Alors, donc c'est un élément important de la création de familiarité et de confiance. Ensuite, sur le plan de l'influence émotionnelle, les publicités utilisent également
n'est-ce pas, des éléments émotionnels pour associer des produits à des sentiments positifs, n'est-ce pas, tels que la joie ou la confiance. Cela peut donc modifier, n'est-ce pas, la perception des consommateurs par rapport à la qualité et à l'utilité n'est-ce pas, de certains produits, ce qui donc les incite à acheter ces produits-là. Alors, on va dire, par exemple, en Côte d'Ivoire, la publicité a été identifiée comme un moteur de consommation, n'est-ce pas, qui influence les aspirations, n'est-ce pas, des comportements sociaux. Donc, c'est un élément qui a un impact sérieux et qui incite donc les consommateurs à adopter un niveau de vie qui est parfois supérieur à leur niveau réel, n'est-ce pas, et donc les amène à acheter des biens de luxe qui ne sont pas tout à fait souvent à leur portée. Alors ça, c'est, n'est-ce pas, sur le plan émotionnel. Et il y a également l'impact, n'est-ce pas, sur le mode de vie des populations, c'est-à-dire que les publicités télévisuelles et radiophoniques ne se contentent pas simplement de promouvoir des produits. Hein. Ces publicités-là véhiculent également des modèles de style de vie qui peuvent influencer les aspirations et les comportements sociaux. On voit ça aujourd'hui avec tout ce qu'on appelle les influenceurs, n'est-ce pas, qui mènent des trains de vie parfois qui ne sont pas réels et qui peuvent tromper une grande partie de l'opinion, n'est-ce pas? Alors cela est particulièrement visible, n'est-ce pas, dans les campagnes qui mettent en avant, n'est-ce pas, des témoignages ou des preuves sociales, n'est-ce pas, qui renforcent ainsi l'acceptation sociale d'un produit, n'est-ce pas, ou d'un mode de vie. Donc, voilà tous ces éléments-là qui concourent à dire qu'effectivement, la publicité à travers la télévision et la radio en Afrique, n'est-ce pas, joue un rôle crucial dans l'influence des comportements d'achat, n'est-ce pas, en favorisant la création et une reconnaissance des marques, n'est-ce pas, et également en suscitant des émotions positives et par la promotion des styles de vie, n'est-ce pas, qui sont attrayants pour les populations. Donc, ces effets combinés, n'est-ce pas, contribuent à façonner non seulement les décisions d'achat immédiat, n'est-ce pas, mais également les attitudes à long terme envers certaines marques et certains produits. Merci, monsieur, et que c'était donc la fin de notre interrogatoire ou alors de notre interview dans le cadre de cette émission Le Grand Espace Économique. Merci de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses dans cette émission. Prochainement, nous parlerons de l'impact des médias sur l'alphabétisation et l'éducation en Afrique. Par exemple, on parle toujours de la télévision et la radio. Nous parlerons aussi de l'influence des chaînes mainstream étrangères sur l'économie locale, c'est-à-dire sur le territoire africain, puisque c'est de lui que nous parlions tout à l'heure. On rappelle quand même les titres dans cette émission. Nous avons eu l'opportunité, l'occasion de discuter des tendances financières et économiques en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique. Nous avons également pu parler avec vous dans cette émission de l'autosuffisance alimentaire en Afrique de l'Ouest, particulièrement la zone AES. Est-elle sur la bonne voie? C'est pratiquement à l'affirmative que vous répondez, mais il faut encore faire plus d'efforts. Croissance économique en Afrique subsaharienne, pourquoi ça coince? Vous avez évoqué la présence de l'industrialisation qui reste importante, mais aussi se faire confiance à soi-même sur le territoire africain. Merci, monsieur Eke, d'avoir été notre invité. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Grand Espace Économique. Portez-vous bien d'ici là, voilà, et restez en compagnie de nos programmes, car l'information et les émissions se poursuivent sur For You Media Africa. Au revoir à tous.